en train de faire pareil. Déco, tu es toujours là? Ah. Bonsoir, chers amis internautes. Bonjour, selon l'endroit où vous vous trouvez. L'Évangile selon Nga vient dans vos maisons. Aujourd'hui, samedi 4 décembre, 5 décembre 2020, il est 15h02 à ma montre. Nous avons comme invité principal un personnage très controversé, très connu dans le milieu de la communauté congolaise, que ce soit au niveau national ou au niveau de la diaspora. Ce soir, ce jour, je ressens pour vous Bokilo, qui va venir donner son évangile par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays. Vous savez que l'évangile selon Nga est une émission qui reçoit les personnalités, les citoyens congolais qui viennent autour de cette table, dans cette émission, pour donner la vision future de ce qu'ils considèrent comme étant l'avenir sûr pour le Congo-Brazzaville. Alors, pour aujourd'hui, nous recevons Bokilo, qui va nous dire son évangile à lui. Et donc, bienvenue à notre émission Bokilo. Merci Mangamba, je suis disponible et j'attends que vous me cuisiniez, comme il dit souvent les journalistes, même si tu n'es pas un journaliste professionnel, mais je sais que tu cuisines souvent tes invités, donc je suis à ta disposition. Ok, ben, comme tu as bien su le dire, je ne suis pas journaliste, je suis juste un animateur et mon objectif, c'est de donner la parole à tous les Congolais, quelle que soit leur obédience politique, pour qu'ils essaient de donner leur vision personnelle du futur du Congo. Alors, pour commencer notre émission, comme d'habitude, j'ai une question rituelle que je pose à tous mes invités. Bokilo, êtes-vous ange, démon, mi-ange ou mi-démon? Ouais, vous savez, moi, je m'en fous réellement de ce que les gens pensent de moi. Hein. Je suis un homme comme tout autre qui a les qualités des défauts. Hein. Le reste, je n'ai complètement rien à foutre que X ou Y pense de moi. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes mi-ange, mi-démon, un homme avec ses qualités et ses défauts. Merci bien. Alors, voilà, pour aller dans... comme tout être humain, hein, vous ne trouverez jamais un homme qui fera l'unanimité quelque part. Vous verrez toujours des gens qui, voilà, qui vous aiment et d'autres non. Ainsi est faite la vie. Voilà. Tout à fait. Alors, Bokilo, vous n'êtes pas n'importe qui dans la communauté congolaise. Vous jouez un rôle très important. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un de dire que vous êtes un farouche partisan du pouvoir. Vous combattez ceux qui combattent le régime de Denis Sassou Nguesso. Alors ce soir, nous vous recevons à titre personnel, mais cela ne vous engage pas aussi de pouvoir donner votre avis en tant que citoyen responsable sur la vision du Congo. Alors, pour commencer, la première question que j'ai l'habitude de poser à tout le monde, quelle est votre vision du Congo? Pour vous, le Congo va bien, va mal, moins bien ou moins mal? Vous savez, le Congo est un État comme tout autre. Hein. Voilà, il y aura, comme j'ai dit, concernant ma personne, il y en a qui trouvent que rien n'avance, mais nous qui sommes sur le terrain, on trouve que les choses avancent. Parce que quand vous prenez un Congolais, voilà, ou nos parents, hein, à l'époque, qui ne pouvaient pas quitter, par exemple, ton village dans le pôle pour arriver rapidement à Brazzaville afin de couler, voilà, s'il fait l'agriculture, afin de couler ses produits. Mais actuellement, il peut quitter Kinkala ou Mayama et arriver à Brazzaville en 50 minutes. Donc, lui, il trouve que le Congo a avancé parce que je parle sur le point de la route.
la route qui passe par Mayama et qui arrive à Brazzaville, voilà, c'est un progrès pour lui. Mais il y en a qui sont là pour critiquer. Donc, chacun a sa façon de voir les choses. Pour moi, je trouve que le Congo d'aujourd'hui et le Congo d'hier, il y a une grande différence parce qu'on peut quitter le peuple noir et aller à Ouesso si on a une belle voiture le même jour, chose qui était impossible. Donc, pour moi, le Congo avance à petits pas comme tous les pays du monde parce que nous, on a toujours tendance à vouloir se comparer aux États qui ont plusieurs millénaires d'existence. Nous n'avons qu'un État qui n'a que 50 ans d'existence. 60 ans d'existence. Donc, se comparer à un pays comme la France, comme les États-Unis, se comparer un adulte à un enfant de 5 ans. Voilà. Donc, pour moi, le Congo avance à son rythme. Voilà. Même si il y a des ratés, on ne va pas se les cacher, mais comparer le Congo d'hier et le Congo d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Ah oui, tu parles quand même des ratés. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples sur les ratés que nous enregistrons Oui, ben, actuellement? les ratés, voilà, quand je dis les ratés, je ne vais pas rentrer dans les détails. On sait qu'on aurait souhaité que, par exemple, toutes les rues de Brazzaville soient bitumées. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est quand même des ratés. On souhaiterait que le projet du Madoukou soit, comment on appelle ça, soit étendu un peu partout. Donc, qu'il s'arrête, par exemple, à Mongali et non jusqu'à Mukondo. Ça, c'est quand même des ratés. Mais en dehors de ces petits ratés-là, il y a quand même beaucoup de choses voilà, qui ont été réalisées, qui aident énormément les gens qui entreprennent. Parce qu'une personne qui n'entreprend pas, il trouverait que la route est inutile, comme certains ont l'habitude de dire. Est-ce qu'on mange les routes? Voilà, lui, pour moi, c'est des charlatans. Une personne qui a une personne qui a une marchandise à écouler, qui a des produits à écouler, sera d'un côté, peut voir l'importance ou pas d'une route, par exemple. Donc, pour moi, les ratés, il y en a, j'ai dit que je ne vais pas les énumérer tous. On sait qu'on souhaite tous que les choses aillent plus rapidement, que le rythme que les choses avancent maintenant. Mais est-ce que tu comprends quand même que tu comprends quand même ceux qui pensent que le Congo aujourd'hui est aux arrêts, il n'y a rien qui n'avance, le pays va en arrière et ils ont des raisons de dire, par exemple, qu'un pays qui n'arrive pas à avoir l'eau et l'électricité, un pays qui n'arrive pas à contrôler sa politique des fonctionnaires, un pays qui n'arrive pas à payer les salariés, les retraités surtout, un pays qui a du mal à contenir son système de santé publique et de l'enseignement, quand même, ça, ce sont des éléments qui font que, quelque part, on puisse dire qu'il n'y a rien qui va au Congo. Et tu peux quand même le comprendre. Mais non, mais je ne peux pas comprendre parce que, vous savez, c'est facile de crier, hein, c'est facile d'indexer. Mais quand on voit les choses avec un œil avisé, on peut parfois comprendre certaines choses. Je prends par exemple les coupures d'électricité. Vous savez que nous avons suffisamment d'électricité au Congo, des mégawatts, pour pouvoir alimenter tout le Congo. Vous savez les normes de branchement anarchiques qui existent au Congo. Les gens qui ne veulent pas payer. Donc, c'est bien beau de crier, mais il y a des branchements anarchiques. Donc, si par exemple, on ramène un transport dans un quartier qui a par exemple 5000 comment on appelle ça, clients, parce qu'on dépose des transports dans les quartiers pour alimenter ces quartiers-là par rapport au nombre d'abonnés. Ils disent que non, nous avons 5000 abonnés. Bon, ils peuvent dire, bon, comme nous avons 5000 abonnés, on met un transport qui peut supporter 10 000 abonnés. Mais n'oublie pas qu'il y a 20 000 branchements anarchiques qui feront que les transports puissent être surchargés pour poussant la SNE, la Société d'énergie électrique du Congo, a procédé au délestage. Donc, c'est facile de critiquer, mais pourquoi il y a ce délestage? On doit aussi se poser des questions. Donc, nous-mêmes, nous sommes également co-responsables de ce qui nous arrive. Parce que ces gens qui ont des branchements anarchiques, si on envoie les gens les couper ce branchement, ils commencent à crier au scandale. Mais quand il y a coupure, c'est le même qui crie également au scandale. Donc, je n'ai pas dit que les choses voilà, vont dans le sens que nous aimerions que les choses puissent avancer, mais nous sommes également co-responsables des problèmes qui nous arrivent. Si tu prends par exemple le problème des salaires, tu n'as pas de salaire, mais je t'informe que le Congo n'acquise voilà, pas d'arriérés concernant les fonctionnaires. Non, les RTT,
il y a eu beaucoup de ratés. Voilà, voilà. Le ministère des Finances est en train de tout faire pour essayer de remédier à ce problème. Mais ce n'est pas facile. Et puis, n'oublions pas que la crise est en train de frapper tous les pays du monde, y compris le Congo. Donc, il y a quand même des urgences que le gouvernement a mis comme priorité. Les retraités aussi sont une priorité pour le gouvernement. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement. Je parle parce qu'il m'arrive à discuter avec ces responsables-là. Ils me donnent comme raison que non, nous avons beaucoup de priorités. On a énuméré les priorités. Les retraités sont également une priorité, mais on les paye quand il y a quand même quelque chose. Je t'informe qu'au moins, chaque trimestre, les retraités commencent à être payés. Mais les arriérés, on compte les arriérés, ce n'est pas les arriérés de maintenant. On compte également les arriérés laissés par le pouvoir de Souba. Ah, ça fait quand même plus de 20 années que le Souba est parti du pouvoir. Oui, nous avons eu une période. Attends. On ne peut pas éponger. Attends, je vais t'aider. Nous avons une période où il y a eu des excédents budgétaires. Le budget de l'État était excédentaire. Et ce n'est pas une année, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pourquoi tout ce temps-là? Pourquoi tout ce temps vous n'avez pas pris le temps pour éponger la dette des retraités? J'ai dit qu'on a eu des excédents budgétaires. Mais qu'est-ce que le Congo n'a pas tenté de faire avec cet argent? Ils se sont mis à construire des infrastructures. Ils ont quand même fait quelque chose. Les gens pensent que les excédents budgétaires, c'était de l'argent qui était caché au trésor. Mais parle avec des preuves. Bokilo, parle avec des preuves pour convaincre tes contradicteurs. Quand tu dis que l'argent là a servi à construire des infrastructures, c'est quoi comme infrastructure que le gouvernement a construit? Je veux que tu parles à vos détracteurs là qui disent que vous n'avez rien fait. Vous savez que le Congo est le pays qui a construit plus de routes en Afrique subsaharienne. Le Congo a construit plus de routes. Oui, tu peux vérifier. Le Congo a construit plus de routes que tous les pays de l'Afrique subsaharienne. On est là de temps. Le Congo est l'un des rares pays en Afrique qui ont été construits simultanément 9 hôpitaux généraux et un hôpital militaire. Simultanément. Si la crise n'était pas arrivée, ces hôpitaux-là allaient définir. Le Congo est le seul pays qui est en train de construire l'une des plus grandes universités d'Afrique. Pas d'Afrique centrale, ni d'Afrique subsaharienne, d'Afrique. Donc, il y a quand même des choses qui se sont faites. Le Congo a mis autant d'argent pour construire des barrages. On a construit quand même le barrage d'Imboulou, on a construit le barrage d'Imboulou. Barrage d'Imboulou, on sait ce qui s'est passé avec le barrage d'Imboulou. Le barrage d'Imboulou n'est même pas fonctionnel. Le barrage d'Imboulou n'a pas la capacité. Les barrages d'Imboulou fonctionnent. Le barrage d'Imboulou a assez de mégas pour alimenter tout le Congo. Le problème qui se pose, c'est les branchements sont maintenant obsolètes. On doit refaire les circuits de branchement. Bokilo, ça tu ne vas pas le dire. Est disponible. Mais tu dis, non, il y a assez de mégas disponibles pour l'électricité de tout le Congo. Bokilo, ça tu vas le dire aux gens qui sont au Congo-Brazzaville. Ça, tu auras du mal à le faire gober aux gens qui habitent en Europe ici, qui sont habitués à un système d'explication bien coordonné. Tout à l'heure, tu as dit... Non, attends, tout à l'heure... Non, attends, Bokilo. Ils ne diront jamais que les choses avancent. Ils sont dans les positions. Mais c'est à toi de porter aussi les preuves. Oui, non. Je ne tiens pas compte de ces choses-là. Oui, je veux bien que ce soit des calomnies, mais d'un autre côté, c'est à toi aussi d'apporter les preuves de ce que tu dis. Quand tu dis que c'est parce que... Attends, Bokilo. Je vais t'aider. Attends d'abord, une seconde. Tu sais que... Non, s'il te plaît. Tu sais que nous n'achetons plus l'électricité à Kinshasa. Avant, une partie de notre électricité venait de la RDC. Ça, je le savais. On n'achète plus. On a suffisamment d'électricité pour alimenter tout le Congo. Le problème qui se pose, c'est maintenant les branchements qui sont devenus obsolètes. On doit refaire tous les circuits de branchement, y compris les branchements anarchiques que j'ai parlé. C'est des centaines de milliers de personnes qui se sont branchées sur des réseaux anarchiquement. C'est ça qui cause beaucoup de dégâts. Et on est dans un pays où on a des parents partout. La personne qu'on envoie aller contrôler ces personnes-là, c'est un parent. Il arrive, c'est son neveu qui voit le courant. Il est obligé parfois, en tant que Bantou, de fermer les yeux pour ne pas qu'il soit responsable de ce qui va arriver là si son neveu n'a pas le courant. Voilà. Donc, on doit tenir compte de tous ces facteurs-là.
au lieu de venir accuser, oui, je comprends. On peut être tel que, au moment où je vous parle, le courant est parti. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'entretenir la ligne entre Cotonou et Brazzaville. Ils nous ont averti que de 6h à 18h, il n'y aura pas de courant dans certains quartiers. Mais après, il y a le courant. Mais parce qu'ils sont en train d'entretenir la ligne. Pourquoi ils entretiennent la ligne? Mais à cause des surcharges des débauchements anarchiques. Voilà. Mais Bokilo, les surcharges, les branchements anarchiques ont toujours existé. Et pour ta gouverne, je vais te donner aussi une nouvelle aujourd'hui. Le courant qui est parti de Congo-Kinshasa pour venir au Congo-Brazzaville est passé dans notre parcelle. Est passé dans notre parcelle à Madibou. Mon père a acheté 11 terrains jumelés, 11 parcelles jumelées à Madibou. Et le courant qui est parti du Congo-Brazzaville est passé chez nous. La preuve même que nous avions un gros satellite là-bas. Le Congo n'a plus besoin de... Mais je suis en train d'expliquer. Oui, mais je suis en train de t'expliquer. Mais comment peux-tu prouver que le courant, la ligne est toujours là? Comment peux-tu prouver que le courant ne passe toujours, le courant ne passe plus, le courant du Congo-Kinshasa ne passe plus au Congo? Mais je t'ai donné une information, c'est à toi de me démontrer que je mens. Moi, je ne suis pas là pour aller plus. C'est toi, les journalistes, qui avaient préparé des réponses. Ah, moi, j'ai un papier devant moi qui prouve le contraire. Mais là, je te confirme que le Congo n'achète plus le courant à Kinshasa. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Si c'est vraiment ce que tu dis, c'est une bonne nouvelle parce que être indépendant du point de vue courant électrique, c'est une bonne chose. Oui. Mais ceci dit que on constate quand même dans le problème du courant électrique, là, on va quand même en parler parce que c'est un problème qui est très récurrent. Tu me dis qu'aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, il n'y a pas de courant électrique, le courant électrique parce que il y a parce qu'ils sont en train d'entretenir les réseaux. Oui, ils sont en train d'entretenir les réseaux. Mais qu'est-ce qui fait que de manière récurrente, c'est-à-dire régulière, le courant n'est pas stable au Congo-Brazzaville, notamment à Brazzaville? Donc ça aussi, c'est le réseau qu'on entretient tous les jours. Mais non, on n'utilise pas tous les jours. Je t'ai dit que le problème du courant au Congo, c'est le problème des branchements. Les circuits de branchement datent presque de l'époque de la colonisation. Après, on a ajouté les branchements anarchiques. Voilà. C'est un problème un peu compliqué. Si le gouvernement veut, il peut prendre le temps nécessaire pour essayer de regarder le problème comment on appelle ça, de la connexion. On peut retrouver une autonomie en matière d'énergie. Mais tant qu'on aura toujours ces réseaux qui sont devenus obsolètes, on aura toujours des coupures parce que les transports sont en train de surcharger. Et si on ajoute encore les branchements anarchiques, ils sont obligés de couper pour ne pas que les transports pètent. Ouais, okay, et n'oublie pas que dans certains quartiers de Brazzaville, si on parle de Kanambandji, un peu les quartiers reculés de Brazzaville, personne ne paie le courant. Tout le monde a des branchements anarchiques. Mais vous le savez. Mais vous le savez. Bokilo, vous le savez, quand je dis vous, ce n'est pas forcément toi, je parle du gouvernement. Le gouvernement le sait très bien qu'il y a des branchements anarchiques. Et pourquoi, depuis tout ce temps, vous ne réparez pas cette situation? Mais, je vais te donner encore un exemple. Dans mon quartier, j'ai du mal à faire rentrer ma voiture parce que les voisins d'en face ont volé les domaines publics. Ils ont construit sur le domaine public, au moins sur 3 mètres. Tu penses que si la mairie vient casser ces maisons-là, vous ne serez pas les premiers à crier au scandale? Vous serez les premiers à crier au scandale. Mais non, mais quand c'est prouvé, non, les gens peuvent crier. Bokilo, les gens peuvent crier, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Si c'est vraiment prouvé que c'est sur le domaine public, le domaine public, c'est le domaine public, le domaine privé, c'est le domaine privé. Quand on est citoyen congolais, on n'a pas le droit, d'aller construire sur le domaine public. Nous sommes des Montous, on tient compte de beaucoup de paramètres. On ne peut pas, si la mairie, et vous avez vu, la mairie a essayé de déguerpir les kiosques illégaux. Vous étiez les premiers à crier. Non, les jeunes là, sont les chômeurs, ils ont trouvé un boulot. Au Chikabango, là, le gouvernement a interdit les mototaxis parce que ça provoque beaucoup d'accidents. Et vous êtes en train de crier au scandale. Non, les jeunes qui se débrouillent, il faut les laisser. Voilà, avec les mais Bokilo, vous serez les premiers à crier au scandale. Bokilo,
je vais te dire une chose. Quand même, cette histoire de moto-taxi, et bien que ça crée des accidents, on enlève d'abord que ça crée des accidents. Considérons déjà que c'est un gagne-pain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement étant incapable, même s'il était performant, dans aucun gouvernement du monde où on a embauché toute la population. Il y a toujours une infime partie qui fait partie du fonctionnariat public et d'autres qui font partie de l'entrepreneuriat privé. Mais il faut reconnaître quand même dans notre pays, la particularité, c'est que un bon nombre, plus de la majorité des jeunes actifs n'ont pas le boulot. Et le Congo aujourd'hui n'est pas en mesure de pouvoir leur assurer le minimum vital. Donc, c'est bien si on veut éviter ces mototaxis à cause des accidents, mais d'un autre côté, il faut trouver une solution palliative. Ce n'est pas parce qu'il y a l'histoire d'accident qu'on va priver les gens à pouvoir vivre au jour le jour. Ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont que le mototaxi pour vivre, comment ils vont faire? Donc, si quelqu'un n'a pas de travail, on va les laisser tuer les gens impunément parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils peuvent se convertir à autre chose. Il n'y a pas que les mototaxis dans la vie. Mais les accidents, ce n'est pas que les mototaxis. Les accidents, c'est pas que le. Non, Bokilo, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Je t'aime bien parce que tu es quelqu'un, tu donnes tes arguments. C'est pour ça même que je tenais que tu viennes à cette émission. Tu parles de mototaxis. Combien de fois l'océan du Nord a fait des accidents mortels au Congo? Est-ce que vous avez empêché l'océan du Nord à circuler? Non. Mais regarde, Océan du Nord n'est pas une société clandestine, hein, même s'il y a eu des accidents. Voilà, oui, mais les enquêtes sont déterminées pour savoir la cause de ces accidents. Or, ces petits-là, c'est des clandestins. Ils prennent un client, il fait un accident, il fuit. Océan du Nord, quand Océan du Nord, un bus Océan du Nord fait un accident, les victimes sont indemnisées parce qu'ils sont assurés. Là, nous avons affaire à des clandestins, des gens qui sont répertoriés nulle part. Il prend la moto, il met quelqu'un derrière, s'il fait l'accident, il disparaît, et toi, tu ne seras jamais indemnisé parce que la moto n'est pas assurée, la moto n'est pas connue par l'État. Donc, ne compare pas. Voilà. Même en France, on a vu c'est grave ce que tu dis. La SNCF fait des accidents. On a vu des vols Air France, Paris-Rio, faire un accident. Mais la France n'a pas pourtant demandé à Air France d'arrêter de faire voler ses avions. Non, comparaison n'est pas raison. Ta comparaison, voilà, pour moi, excuse-moi le terme, hein, ça n'a pas trop de sens. Non, ça a de sens pourquoi? Ça a de sens pourquoi? Parce que les accidents, ce n'est pas un accident, ce n'est pas deux accidents. C'est des accidents qui se succèdent deux fois même dans le même mois. Donc, c'est pour ça. Non, mais tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ces compagnies de transport. Qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a trop d'accidents. Oui. Maintenant, les comparer aux taxis moto qui ne sont répertoriés nulle part, voilà, je pense que la comparaison... Non, je les compare juste au niveau des accidents. Je les compare juste au niveau des accidents parce qu'un mort est un mort de trop. Que ça soit la compagnie reconnue ou pas reconnue. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Donc, qu'on demande à Océan du Nord, à ces compagnies-là, de le plus exercer. Ben, s'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité des clients, s'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité des clients, pourquoi faire évoluer, donner la priorité à une compagnie qui n'assure pas la sécurité de ses clients? C'est une affaire de sécurité. Ce n'est pas une affaire d'être... Tu as mené une enquête, tu as compris que l'accident, c'est un accident volontaire. Écoute, est-ce que ce que tu dis là, pour les motos-taxis là, tu as conclu que tu as mené une enquête pour savoir si l'accident est volontaire ou involontaire? Je n'ai pas besoin de mener une enquête. Je vois comment ils roulent, c'est des bandits, je les connais. C'est des bandits, c'est des drogués. La plupart, c'est des bébés noirs. Ils conduisent sous l'emprise de la drogue. Je les connais. Bokilo, je veux te donner un exemple. Ils conduisent sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de l'alcool. Voilà. Ok, d'accord. S'ils font un accident, ils disparaissent. Océan du Nord, s'il fait un accident, l'État saura comment régler le problème de l'Océan du Nord. Et ils sont répertoriés nulle part. Donc, moi, personne ne souhaiterait faire un accident. S'il m'arrive que voilà, le sang s'acharne sur moi, je préfère être victime d'un accident quand j'étais dans l'Océan du Nord. Si je suis blessé, on peut m'indemniser que d'être derrière une moto de Jakarta. Je fais l'accident, le petit,
Donc, voilà, il disparaît. Donc, le plus important pour toi, c'est l'indemnisation juste. Non, La non, non, santé non, même de pas quelqu'un, c'est pas l'indemnisation. important. Voilà, nous Alors, payons les assurances aussi pour ça. Mangamba, toi, ton oui, véhicule est assuré. Est-ce que tu bien assures ton sûr. véhicule en espérant faire un accident? Non. Non. Au moins, tu assures ton véhicule les jours qui, même si tu ne le fais pas, si un sinistre arrive, que l'accident ne pas ta voiture. C'est à peu près dans ce but que je parle. Oui, d'accord. Bokilo, tu as l'habitude de rouler en Europe ici, tu as une voiture, tu roules ici à Paris, hein, en France, tu roules bien, tu connais le code de la route. Mais quel est ton jugement quand une société qui se dit normale, qui se dit responsable, embauche un chauffeur qui ne connaît même pas la signification d'une ligne continue dans une route à double voie? Une route à double voie, un chauffeur qui se retrouve à la gauche et qui fait un dépassement sur une ligne continue. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on doit accepter sous prétexte que même s'il y a un accident, les victimes seront dédommagées? Excuse-moi, je me suis dépassé. Si tu peux recommencer la question. Ouais, je disais, toi, tu as l'habitude. Oui, toi, tu as l'habitude de conduire ici en Europe, on te voit, tu te pavanes un peu partout, on voit Paris, on voit. Donc, ça veut dire que tu connais bien le code de la route. Mais comment expliques-tu une société comme Océan du Nord, avec tout le crédit qu'on lui accorde, arrive à embaucher des chauffeurs qui ne sont pas calés pour comprendre que sur une ligne continue, on ne peut pas faire un dédoublement sous la peine de faire un accident grave. Mais, malgré ça, c'est des choses que nous avons vues. Tu sais pourquoi? Parce que ces chauffeurs-là savent qu'il n'y a pas de contrôle sur le long de la route. S'il y avait les gendarmes le long de la route, ils ne feront pas. Donc, pour moi, la responsabilité est partagée. Le gouvernement doit s'assurer que ces bus respectent le code de la route. Mais comment le gouvernement doit s'assurer que ces gens respectent le code de la route? C'est en mettant les patrouilles de gendarmerie, c'est en procédant au test d'alcoolémie. Puisque ces chauffeurs-là savent qu'ils ne risquent rien. Tout ce qui peut les arrêter, c'est un accident. Mais si l'accident n'arrive pas, ils ne risquent rien. Donc, pour moi, la faute n'est pas imputable seulement à Océan du Nord, y compris au gouvernement, qui devait mettre les gendarmes et la police le long de la route pour procéder au contrôle afin de dissuader ces gens-là de conduire comme des chauffeurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Le gouvernement est responsable sur ce qui arrive parce qu'il ne prend pas ses responsabilités en mettant les gendarmes sur la route pour procéder à la surveillance du réseau routier. Sur ça, ça va. Donc, on peut passer. Alors, on passe à l'eau. Est-ce que c'est normal que depuis longtemps, dans notre pays, malgré les bénéfices que nous avons engrangés avec la vente du pétrole, du bois et tout ce qui s'ensuit, aujourd'hui, le Congolais ne soit pas en mesure de boire de l'eau potable? Comment tu expliques ça? Oui, bon, tu sais que moi également, je suis victime de ce phénomène. Hein. Si je n'ai pas une bâche à eau et un soupe-serre, voilà, j'allais me laver avec le seau. Donc, c'est un problème que moi aussi, je ne comprends pas. Et si tu veux comprendre ce qui se passe, oriente-toi, invite le directeur général de la société de la communauté des eaux. Il saurait peut-être y répondre. Moi, je ne suis pas directeur de la communauté des eaux pour pouvoir répondre à ta question. Je suis également victime, voilà, l'eau ne coule pas. Au moment où je te parle, dans mon robinet, voilà, l'eau ne coule pas. Pour que je me lave, je dois mettre le soupe-serre en marche pour que ça puisse tirer l'eau qui est dans la bâche à eau pour faire remonter voilà, dans la douche. Mais moi, je te pose la question parce que tu es quand même un influenceur public. Et quelqu'un, ta voix compte. Quand je vais sur ta page, tu as des dizaines de milliers de gens qui te suivent. Donc, ta voix porte quand même. Et on peut comprendre que quand tu parles, quand tu écris, quand tu dis quelque chose, les gouvernants, je voulais dire, sont quand même conscients que ce que tu dis relève de la vérité ou de l'impatience. Maintenant, toi, tu as la chance d'avoir un suppresseur et une bâche à eau.
mais pour la quasi-totalité des Congolais, pour ne pas dire la majorité, qui n'ont pas ce pouvoir d'achat, de pouvoir se permettre d'avoir un suppresseur et une bâche à eau, ça doit être quand même très difficile. Maintenant, en tant que citoyen responsable, ici je t'interpelle en tant que citoyen responsable congolais, comment tu trouves cette situation? Et si toi, tu étais à la place de ceux qui doivent prendre la décision pour régler cette situation, qu'aurais-tu fait pour que l'histoire de manque d'eau dans les grandes villes puisse être résolue? En tant que citoyen, hein, en tant que citoyen congolais. Oui, non, mais ce que je t'ai dit, en tant que citoyen, je ne peux que déplorer cela. Je vois mes voisins qui ont l'eau parce qu'il y a eu un philanthrope de quartier qui a construit un forage. Donc tout le monde va prendre l'eau dans le forage. Si ce monsieur n'avait pas eu l'idée de construire un forage, voilà, il ne devait même pas avoir une goutte d'eau chez les voisins. Donc moi, je déplore également ce problème, mais je ne suis pas mieux placé pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc j'ai dit, si tu veux avoir la réponse exacte, tu as invité des ministres, voilà, des anciens ministres. Tu peux également proposer au directeur de la Congrès des eaux de venir nous expliquer pourquoi l'eau n'arrive pas voilà, dans les robinets. Tout à fait. Voilà, parce que les factures ne font que venir, mais pourquoi l'eau n'arrive pas? C'est moi aussi, je ne comprends pas. Et pourtant, nous avons la chance d'être à 0 mètre du fleuve Congo, hein, le deuxième fleuve le plus puissant du monde en matière de débit, après l'Amazon. Non, après l'Amazonie, excusez-moi. Non, l'Amazonie, c'est la forêt. L'Amazonie, c'est la forêt. C'est l'Amazon qui est. Oui, donc, tu comprends bien. On a donc, tu comprends. Qui a un débit. Pardon? Donc, tu comprends quand même quand les gens disent que l'émergence d'ici 2025 est un leurre, puisque les piliers qui doivent constituer la réussite de l'émergence en 2025 ne sont pas à jour. Donc, on ne peut pas vraiment rêver qu'en 2025, l'émergence en 2025, c'était des prévisions. Hein. Ils avaient fait des prévisions par rapport voilà, à la situation économique du Congo de l'époque. Mais ils n'avaient pas pensé que quelques années après, la crise allait frapper. La crise a frappé, ça a douché tous les espoirs de cette fameuse émergence 2025. Voilà. Donc, on peut dire aujourd'hui que c'est du passé. Hein. Il faut oublier l'émergence en 2025. À moins que, sauf miracle, pour moi, ça doit être voilà, revu voilà, à une, voilà, on doit repousser ça. Au calendrier grec, quoi. Ça doit être poussé à non, pas forcément au calendrier grec. J'ai dit, voilà, là, nous avons eu la crise économique, la crise du Covid s'est ajoutée. Donc là, il faudrait qu'on repousse cette émergence, mais pas en 2021. Je t'ai dit en 2025 plutôt. C'était des projections par rapport à la situation économique du Congo de l'époque, quand le baril était à plus de $100. Mais quelques années après, on s'est retrouvé avec un baril même à $17. Donc, ça a douché tous les espoirs voilà, du Congo et des pays qui dépendent essentiellement du pétrole. Il n'y a pas que le Congo. Hein. On a vu les pays comme l'Arabie Saoudite vouloir se tourner vers les FMI. On a vu l'Angola qui se targuait d'être un pays qui voulait même détourner le Portugal, aller également toquer le port du FMI. Donc, c'est un phénomène qui a frappé tous les pays pétroliers, y compris l'Arabie Saoudite. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Alors, j'ai reçu ici Joe Ballard, qui est le roi de la SAP, celui qui a créé le mouvement la SAP dans les années 80. Et qui est d'abord un grand frère de quartier. N'oublie pas que moi, je suis de Potopoto. Ah oui, il a dit qu'il était de Potopoto, bien sûr, voilà, bien sûr. Oui. Il a dit qu'il était de Potopoto. C'est mon gars, hein, donc à un moment, quand il venait ici, je le prenais, on partait boire chez Espace Feignon. Ah, d'accord, ouais, il a dit qu'il était de Potopoto. Alors, au cours de son émission, il a dit quand même quelque chose qui a pincé des milliers de téléspectateurs le cœur, en disant que malgré qu'il avait investi près d'1 milliard de francs CFA au Congo-Brazzaville, la guerre qui est arrivée a tout réduit à néant. Mais pour son amour du Congo, malgré qu'il n'a jamais reçu un seul franc de l'État congolais, il s'était quand même résolu, grâce à son carnet d'adresses, d'inviter ses partenaires européens, donc on va dire les Européens, les Blancs,
de venir investir au Congo-Brazzaville. Donc, ces Blancs-là sont arrivés au Congo-Brazzaville avec un projet, des projets qui pouvaient permettre à l'économie du Congo de pouvoir un peu évoluer, avancer, avoir un ballon d'oxygène. Mais le problème que ces gens-là ont rencontré, c'est que dès qu'ils sont arrivés, au moment où ils ont voulu mettre l'entreprise en place, il leur a été obligé de verser 10%. Ça, c'est Joe Ballard qui parle. Hein. On a obligé à ces investisseurs-là de donner 10% s'ils voulaient mettre leur projet en exécution. Toi, en tant que citoyen congolais responsable, si, je parle si, c'est vrai, est-ce que c'est normal qu'un ministre de la République puisse demander 10% pour permettre à des investisseurs de pouvoir venir donner du souffle et un ballon d'oxygène à notre économie? Si c'est vrai. Bon, comme je l'ai dit, hein, je connais Joe Ballard étant un gars de Kunoto. Je t'informe qu'il n'a pas pu d'abord finir la maison qu'il avait commencé à construire dans la parcelle de son père au bord du Madoukoula. Donc, je ne crois pas que Joe Ballard pouvait réunir 1 milliard. Hein. Voilà, ne blaguons pas avec les chiffres. Si la petite maison là jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu finir ça, c'est que Joe Ballard était en difficulté financière. Bon, je vais répondre à ta question concernant les fameux 10% que quelqu'un aurait demandé à ces fameux investisseurs. Le Congo est l'un des rares pays qui encourage les gens à venir investir en leur octroyant des exonérations. Dangote, quand il est venu installer son usine pour fabriquer le ciment, le Congo lui a donné un peu d'argent pour faciliter son installation. Donc, je ne vois pas le gouvernement congolais aller demander les 10% aux gens qui veulent s'installer. À moins qu'ils ils ont croisé des gens véreux. Sinon, la loi est claire. Le gouvernement congolais possède à accorder les facilités fiscales, douanières aux gens qui veulent investir au Congo afin de faciliter les installations. Si Joe Ballard avait des gens qui avaient des milliards au Congo, à moins je ne sais pas, à moins si vous voulez peut-être créer peut-être des taxis. Si quelqu'un qui a l'argent, qui veut investir au Congo, la loi est claire, on les accorde beaucoup de facilités. S'il a rencontré des difficultés, je ne sais pas. Mais c'est pas lui personnellement. Ce n'est pas lui. C'est pas Joe Ballard personnellement, je dis. C'est des investisseurs qui sont ses amis à lui, des Européens, qu'il a envoyés au Congo pour venir investir dans le souci de relever les défis économiques de notre pays en tant que citoyen responsable. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je parle par rapport à la loi. Hein. Si le mot corruption existe, c'est qu'il y a corruption dans tous les pays du monde. Les gens verrés ne manqueront pas. Mais moi, je parle de la loi. Le gouvernement congolais accorde des facilités aux gens qui viennent investir au Congo. Je ne vois pas le gouvernement congolais demander encore de l'argent. Au contraire, pour acheter les investisseurs, ils ont mis des mécanismes en place, comme on avait facilité Dangote pour installer son usine de ciment, je ne sais pas, dans la Brésile. On lui a accordé beaucoup d'exonérations fiscales et douanières. Dans Joe Ballard, ces gens ont toqué quelle porte, je ne sais pas. S'ils ont voulu investir légalement, je pense que ce ne serait pas comme ça. Peut-être qu'ils ont voulu avoir peut-être des parapluies, je ne sais pas. Mais s'ils voulaient investir légalement comme l'a fait Dangote, ils n'auront pas rencontré autant de difficultés. Bon, ma question, elle est simple. Je veux une réponse simple. Est-ce que c'est normal pour un ministre de demander 10% à des... Mais je ne peux pas dire que c'est normal ou pas, puisque je n'ai aucune preuve. Non, attends. La question que je te pose, ce n'est pas forcément au Congo. Que ce soit dans un pays ailleurs, que ce soit en France, en Irak, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, est-ce que toi, en tant que citoyen responsable, est-ce que c'est normal qu'un ministre de la République puisse demander un pourcentage pour l'installation d'un projet économique dans un pays? Pas forcément au Congo, mais je te pose juste la question. Non, mais c'est vrai que j'ai dit que si les faits sont avérés, je ne trouvais pas ça normal. Mais sortant de la bouche de Joe Ballard, sans aucun support, pour nous démontrer que ce qu'il dit est vrai, voilà, j'ai quand même des doutes. Mais cette façon de faire, si les faits sont avérés, je suis contre. D'accord, merci. Je suis d'accord avec toi. Alors, il dit aussi, il poursuit aussi dans son direct, il dit le président Touadéra, le président centrafricain, qui est actuellement au pouvoir, pour apaiser la situation politique dans son pays, a décidé de manière unilatérale de gracier les opposants, certains qui ont été déjà condamnés à 20 ans de prison, comme l'ancien président, j'ai oublié le nom.
il a permis à tous les exilés, tous ceux qui étaient exilés politiques à l'étranger, de rentrer au pays sans problème et, si possible, de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Bon, je vais d'abord corriger ce que tu viens de dire. Le président Touadéra voilà, n'a pas gracié les gens qui sont Non, je n'ai poursuivis pas par la dit justice centrafricaine. non, je n'ai pas dit gracier. J'ai dit Mais qu'il a... tu as dit qu'il a gracié. Donc, moi, je Non, dis il a qu'il n'a gracié permis. Il personne. a permis. Je donne des Non, il a... informations. Ok, d'accord. Le président Bozizé est toujours sous voilà, le fait voilà, des poursuites judiciaires. Il n'a pas été gracié. Sa candidature à l'élection présidentielle a été rejetée. Hier, le domicile de son fils, Francis Bozizé, a été visité par les éléments voilà, de l'armée centrafricaine. Donc, les opposants en Centrafrique te disent que voilà, ils ne vivent pas voilà, des moments voilà, tranquilles. Hein. Ils sont l'objet de menaces. Voilà, pour le moment, même si la justice ne s'est pas encore prononcée, je te dis que le président Bozizé est sous mandat, voilà, sous poursuite judiciaire, sous poursuite judiciaire en Centrafrique. Donc, il n'a pas été gracié. La justice va un jour se prononcer. Autant pour moi. Hier, la candidature a été rejetée. Donc, il ne serait pas condamné à l'élection présidentielle. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que le fait que... Oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'il n'a pas été gracié. C'est un mot que j'ai glissé comme ça, sans vraiment en mesurer la teneur. Je voulais juste dire, puisque M. Touadéra, le président Touadéra, avait fait un discours où il appelait aux exilés de rentrer. Est-ce que selon toi, en tant qu'observateur averti et citoyen responsable, cette démarche du président Touadéra d'inviter les Centrafricains qui sont à l'étranger pour des raisons politiques de rentrer au pays, c'est une bonne ou mauvaise chose? Mais, non, mais si il a fait pour que la Centrafrique retrouve la paix, il n'y a pas de problème. Mais quand tu donnes cet exemple-là, je sais là où tu veux en venir. Non, non, non. Exilés, ne me prête pas des intentions que je n'ai pas. Non, Mangamba, il ne faut pas te voler la passe. Je sais là où tu veux en venir. Quels sont les exilés congolais voilà, à qui on a empêché de venir au Congo? Qui? Non, ne me dis pas ce que je ne veux pas dire. Vous êtes en France, au Luxembourg, par votre propre volonté. Qui est exilé? Qui est exilé? Vous dit de quoi exilé? Hein? Tu n'es pas exilé. Donc, vous êtes des Congolais qui ont décidé délibérément d'aller vivre à l'étranger. Marcel Makome ne peut pas venir au pays. Le ministre, comment on appelle le... Mais Marcel Makome fait la comédie. C'est parce qu'il a besoin d'argent qui a interdit à Marcel Makome de venir ici. C'est lui-même qui va aller porter plainte contre Judo. Il veut se faire connaître. Mais il faut te souvenir, te rappeler de la fameuse vidéo où il demandait de l'argent. Donc, un type comme ça, vous pensez qu'on peut lui accorder du crédit? C'est quelqu'un qui a faim. Il suffit qu'on lui donne un peu d'argent, il va se taire. C'est tout. Il fait la politique du fond. Qui a interdit à Marcel Makome de venir ici? Je vais te donner même un exemple. J'étais chez un gars du pouvoir, pas le moindre. Il me demande, mais qui est le temps qu'il y a dans les réseaux sociaux? Pourquoi Guy Mafimba n'est pas venu aux obstacles de Yombi? Il était étonné. Mais qui a interdit à Guy Mafimba de venir, par exemple, au Congo? Vous pensez que Guy Mafimba est exilé? C'est quelqu'un à qui on a enlevé le fromage de la bouche, il a fait, il va aller pour crier en France, c'est tout. Le jour qu'il serait fatigué de crier, il va rentrer chez lui. Donc, c'est les gens, mais on prend même l'exemple de Jeff Kouta, qui passe tout son temps pas à critiquer le bilan du pouvoir, à insulter le président et sa famille. Mais il est venu enterrer son père ici, qui a inquiété Jeff Kouta. Donc, Massengo Tchassé peut retourner au Congo, il n'y a pas de souci. Je vois ton père rentrer là. Le gars m'a dit, mais appelle Rossel. Donc, c'est les gens, parfois, qui lui donnent une importance. Oh, je suis exilé. Exilé où? Vous pensez que Ouabari est exilé? Le vieux Ouabari est exilé, il est exilé par rapport à quoi? C'est eux-mêmes qui ont décidé, pour des raisons diverses, des raisons sanitaires, de vivre en Europe. Mais pour moi, il n'y a pas d'exilé. Si les gens qui voudront rentrer, ils rentreront au Congo sans demander la permission de personne. Donc, Massengo Tchassé peut rentrer, il n'y a pas de problème. Massengo Tchassé peut rentrer sans problème. Mais Massengo Tchassé, c'est un avocat. Il a commencé à prendre des décisions. S'il a des problèmes avec la justice, il va rentrer. La justice verra est-ce que voilà, on peut l'entendre oui ou non.
Mais pour l'instant, je n'ai pas vu un mandat d'arrêt contre Massengo Tchassé, je n'ai pas vu. À moins que même lui-même, quand il parle, depuis que Massengo a dit, bondi, un mandat d'arrêt contre lui au Congo ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la plupart des gens qui parlent, c'est les gens qui étaient avec le président Sassou, quand les choses voilà, ont tourné au vinaigre, ils ont préféré aller à l'étranger et ils ont commencé à crier. N'oubliez pas que Massengo Tchassé était un éternel opposant. Massengo Tchassé était également opposant de Souba. Il avait même écrit un livre. Nous sommes dirigés par un malade mental pour critiquer le Souba. Donc, il y a des gens comme ça, comme Tshisekedi à l'époque, il est un éternel opposant. Donc, je ne vois pas voilà, en quoi ces gens sont des exilés. Pour moi, c'est les gens comme vous hein, qui ont choisi délibérément, comme Bus Nodi Deco, d'aller se lever des cartons en Europe, voilà, afin d'après lui, d'avoir une vie meilleure par rapport à celle qu'il avait peut-être au Congo. Mais dit que c'est des exilés politiques parce qu'ils ont émis des idées, ils ont pris des positions. Non, ils sont libres de se prononcer sur le problème du Congo. Mais on fait des exilés, des gens qui seront arrêtés une fois débarqués de la vie, c'est faux. La preuve en est, Tchaf Foueta, qui était pour moi un véritable bondi, un homme qui n'a aucun respect pour la dignité même de la femme. Quand il se met à insulter Kodja, au lieu de critiquer le bilan de Kodja à la tête de la communication et de la présidence, il se met à insulter. Il est arrivé à Brazza, personne ne l'a inquiété, il a enterré son père, il a repris l'avion, il est reparti, il a encore recommencé à critiquer. Voilà, ce n'est pas des exilés, pour moi, c'est des voyous, la plupart. Donc, selon toi, aujourd'hui, n'importe qui décide de rentrer au pays, il n'y a pas de souci, il va s'installer, il n'y a pas de problème. Et on peut faire comme toi, Dira. Tu penses que toi, si tu rentres au Congo, tu aurais un problème? Non, jamais. Tu aurais un problème avec qui? Non, non, moi je rentre au Congo, je viens. Tu ne fais pas l'objet de poursuites judiciaires au Congo. Qui va t'arrêter? Nitou, s'il vient au Congo, il serait inquiété parce qu'il y a des plaintes de Nitou au Congo. Donc la justice, on ne va pas l'arrêter, le mettre en prison. La justice va l'écouter, puisqu'il y a des plaintes contre lui. Récemment, moi j'étais en France, la justice m'a écouté parce qu'il nous avait déposé, la police m'a écouté parce qu'il nous avait déposé une plainte contre moi. C'est la procédure. On ne m'a pas arrêté parce qu'il y avait une plainte contre moi. Je suis arrivé, ils m'ont dit, mais c'est vous venez d'arriver, passez au commissariat du 8e tel jour. Je suis passé, ils m'ont entendu. Oh, ils ont compris que Nitou était bondi. On a pris sa plainte, on l'a mise dans la poubelle. Donc, si ils se reprochent, ils pensent qu'ils n'ont rien commis, ils peuvent venir au Congo. La justice va les entendre. S'ils ont raison, ils seront relâchés. Si on trouve que les faits qui les sont reprochés sont assez graves, ils peuvent être, comment on appelle ça, traduits devant les tribunaux, voire emprisonnés par rapport aux faits qu'ils ont commis. S'ils n'ont rien commis, ils seront relâchés après avoir été écoutés par la justice. Mais parlons de Nitou, puisque tu dis que c'est un bandit, mais comment vous, en tant que, enfin quand je dis vous, ce n'est pas vraiment toi, hein, je parle, c'est une façon de parler, comment vous, en tant que gouvernement responsable, vous arrivez quand même à délivrer un passeport aux gens que vous considérez comme étant des bandits, notamment l'histoire qui enflamme les réseaux sociaux, le passeport qu'on aurait fait pour comment on appelle, Faye Monama et puis Roland Nitou. Vous dites qu'ils sont pas les bienvenus au Congo, mais comment se fait-il que dans la même démarche, vous arrivez à leur offrir des passeports, à leur établir des passeports en bonne et due forme? Bon, vous savez, moi, je ne m'occupe pas trop de la vie de ces gens-là parce que pour moi, hein, c'est des délinquants. J'aurais appris qu'on avait délivré voilà, un passeport à ce petit qui tu viens de citer, alors qu'il était parmi les gens qui avaient tenté de changer l'ambassade du Congo. Pour moi, un type comme ça, qui a commis un acte terroriste contre son propre pays, voilà, on ne doit pas lui délivrer un passeport. J'ai appris qu'on leur a délivré un passeport. Je n'ai pas vu ce passeport, mais je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on a délivré ce passeport à ce petit. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas? C'est les gens qui veulent faire le bel. Tu ne crois pas, pourquoi tu dis que tu ne crois pas? Tu as des éléments de réponse qui portent à croire que... Mais je ne crois pas parce que son nom figure parmi les gens à qui on ne doit pas délivrer le passeport congolais parce qu'il a commis un acte terroriste contre la même ambassade qui est censée lui délivrer un passeport. Tu ne peux pas vouloir incendier une maison
est venu la nuit demander encore qu'on te donne une chambre dans cette même maison. Il a commis un acte terroriste. Pour moi, ce petit-là ne mérite pas le passeport congolais. Mais vous savez, les États-Unis ont banni certains Américains parce qu'ils avaient commis des actes terroristes contre les États-Unis. Tu es américain, mais on te bannit des États-Unis parce que tu as roulé contre ton pays. Donc, tu dirais par là que... Donc, le Congo n'est pas le seul pays qui le fait. Mais dire que ce petit a eu un passeport, je mets quand même des doutes. Donc, pour toi, si le passeport-là existe, donc ça doit être un faux. Ça doit être un faux passeport, alors. Ils ont obtenu par des moyens obscurs. Ouais. Si le passeport là existe, je te confirme que c'est un faux. Il n'a pas le passeport congolais. S'il a le passeport congolais, qu'il fasse un direct, qui nous montre le passeport congolais. Parce que je ne vois pas du tout aller voir quelqu'un à l'ambassade, lui délivrer un passeport, mais je sais que les passeports sont signés par l'ambassadeur. Donc, le ministre Dada, je te dis que moi, j'étais parti à l'ambassade, donner le nom de Nitou, parce que le nom de ce petit Faye Mabiata. Puisque personne ne connaissait son vrai nom, je suis parti donner son nom à l'ambassade pour ne pas qu'on lui délivre un passeport. Donc, s'il a un passeport congolais, c'est un faux, pas un vrai. Toi, tu es parti personnellement à l'ambassade donner l'identité complète de l'ambassade, oui, parce qu'on ne connaissait pas son nom. Ah, d'accord. Oui, on ne connaissait pas son nom. J'ai dit, il s'appelle Bitumba Kongwa Onde Masbai. J'ai donné son nom à l'ambassade. J'ai dit, ce nom-là, il ne faut pas lui délivrer le passeport. C'est un terroriste. Déjà, il y a même une plainte de l'ambassade contre lui. Vous savez que ce n'est pas encore fini. Il y a une affaire entre cette bande de vermine et l'ambassade du Congo. Comment on peut délivrer des passeports à des gens qu'on est en train de poursuivre judiciairement pour avoir voulu incendier l'ambassade du Congo? Donc, franchement, je ne comprends pas. Donc, c'est un passeport de Châteauroux, tu veux dire. C'est un passeport de Châteauroux. Comment? Donc, c'est un passeport de Châteauroux. C'est un faux passeport. Ils ont beaucoup de laboratoires. N'oublie pas qu'ils fabriquent même des fiches de paie, des documents qui passent, même quand la police française les regarde. Ça passe parfois. Donc, ils ont dû fabriquer un faux passeport congolais. Maintenant, pour essayer de faire le buzz, il vient crier sur tout le toit que Roland Nitou aurait intervenu pour qu'on lui délivre un passeport. Alors que le même Roland Nitou lui-même avait négocié, tenté de négocier avec le pouvoir pour qu'on lui délivre un passeport afin qu'il arrête son combat qui est pour moi inutile, hein, parce qu'aller escalader les domiciles, les conseils de domiciles privés, pour moi, ce n'est pas un combat politique. C'est du banditisme. Tu peux répéter ce que tu as dit? Tu dis quoi? Le Roland Nitou a fait quoi? J'ai dit Roland Nitou avait approché le pouvoir. Vous savez, la bande de Makome qui était partie tenter de négocier avec le conseil politique du président Sassou au Bristol. Moi, je les avais bien vus au Bristol. Ils m'ont dit que Nitou devait être avec nous, mais il avait posé les conditions. Il fallait qu'on lui délivre un passeport en bonne et due forme avec celui de son ami Alain Kipo, qui est devenu à son papier, il faut des passeports congolais. Il avait demandé un peu d'argent afin qu'il arrête son combat, pour moi qui est inutile, parce que je ne vois pas quel est le combat politique qui consiste à aller escalader les clôtures et les domiciles privés. Ça, c'est un combat politique, ça, c'est du banditisme. Donc, c'est les gens, ils font la bouche la journée, la nuit, ils tentent de négocier. Voilà. Mais Bokilo, entre nous, soit dit quand même, le passeport, c'est un droit. Quoique Nitou ou les autres aient pu faire de mal, le passeport quand même demeure un droit inviolable. Non? Mais non, je te donne l'exemple des États-Unis qui ont banni certains Américains de la citoyenneté américaine parce qu'ils ont commis des actes terroristes contre les États-Unis. Nitou, n'oublie pas qu'il avait également participé à la tentative de l'incendie de l'ambassade du Congo. C'est parce qu'il avait fui. Il faut demander à Ouagé. Nitou était là, dans le parages. Quand ils ont ramené la voiture bélier et quand la voiture a explosé, Nitou a plus peur. Il a pris la fuite comme un lapin. Il était là. Donc, Nitou également est considéré par le gouvernement congolais comme des terroristes. Des gens à qui on a pu délivrer. Mais vous n'avez pas une plainte contre lui à ce sujet. Tant que l'ambassade n'a pas émis une convocation ou une plainte à l'encontre de Nitou, jusqu'au jour, au moment où je vous parle, il n'est pas concerné dans cette histoire. Il a été oui ou non sur les lieux, quand même. Non, je te confirme que Nitou avait été récemment entendu dans l'affaire de l'incendie de la villa Suzette au Vésiné. La justice française est lente, mais elle finira par sévir. Donc, là, on parle de l'ambassade, là.
Oui, mais là, on parle de l'ambassade. Tu as parlé de l'ambassade qui serait été là jeudi. Dans le cadre de l'incendie de l'ambassade, à ce que nous savons tous, Nitou n'a pas été. Ouagé a dit que Nitu était parmi Oui, les gens Ouagé qui a étaient dit, là. mais Après, l'ambassade n'a pas porté il a pris plainte la contre fuite. Ouagé. Oui, Ouagé l'a dit, mais l'ambassade n'a pas porté plainte contre. L'ambassade a porté plainte contre les gens qui ont tenté d'incendier. Et l'enquête va dévoiler que Nitu était également là. Les enquêtes continuent. L'affaire n'est pas encore finie. Mais je t'informe que Nitu était également là. Il est également condamné par le gouvernement congolais comme un terroriste. Donc, on n'a pas à délivrer des passeports congolais aux gens qui ont tenté d'incendier la même ambassade qui est censée leur délivrer les passeports. C'est quand même incompatible. Là, vous demandez là une chose et son contraire. Tu veux incendier l'ambassade, tu fais les passeports. Tu vas demander les passeports à cette même ambassade. Il faut quand même piloter. Je peux comprendre peut-être pour Nitu, comme tu dis qu'il était là, mais Alec Kimpo ne faisait pas partie de la bande qui allait brûler l'ambassade. Donc, à ce titre, en tant que Congolais, quand même, il a le droit d'avoir un passeport. Merde, excuse-moi du terme. Il n'y a pas que l'ambassade. Hein? Tu m'entends? Il y a d'autres choses en dehors de l'ambassade. Non, mais arrête, il n'y a pas que l'ambassade. Ces gens-là ont commis des actes qui sont des actes terroristes. Il n'y a pas que l'ambassade. Ils ont ramené. Qu'est-ce qu'on reproche à Kimpo en dehors de ce qu'il dit? La liberté d'expression. Tu n'as pas vu les vidéos où cette bande de vermine avait ramené un cercueil devant le domicile de Mme Sassou en promettant de la tuer, de la mettre dans le cercueil et aller l'enterrer. Donc, une première dame non, mais toi, tu habites en Europe, ça, tu sais que ça fait partie de la liberté d'expression. On a l'habitude de voir. Non. Attends. Je te donne. Non, pour moi, de tuer quelqu'un, ce n'est pas la liberté d'expression. Pour faire des menaces de mort, venir avec un cercueil, s'il n'y avait pas les gens qui étaient interposés, ils allaient rentrer dans l'appartement, la prendre et la mettre dans le cercueil puisqu'ils étaient venus pour ça. Donc, ils sont considérés comme des terroristes. Ça, c'est un acte terroriste. Donc, ces gens-là, pour moi, par rapport à ce qu'ils ont eu à commettre contre le Congo, contre les institutions congolaises, puisque la première dame d'un pays fait partie quand même de l'élite. Vous ne pouvez pas aller débarquer devant chez elle avec un cercueil pour, mettons, de la tuer. Et au nom de la liberté d'expression. Moi, si je te pouvais faire des menaces, tu as le droit d'aller porter plainte contre moi. Ce n'est plus la liberté d'expression, c'est maintenant les menaces de mort. Et le même Alain Kipo est également poursuivi dans l'incendie de la villa Suzette au Vésiné. Donc, c'est les gens qui ont eu à commettre des actes qui sont assimilés à des actes terroristes. Donc, on n'a pas à aller délivrer des actes d'état civil congolais, puisqu'ils ont comploté contre l'État congolais. D'accord. Dans la même lignée, puisque tu parles de menaces de mort, dans la même lignée, toi qui es bien informé en tant qu'influenceur public des réseaux sociaux, as-tu de nouvelles sur le criminel qui a tué la jeune Merveille Bazonza? Qu'est-ce qu'il est devenu, le gendarme? Mais voilà, vous savez, il y a une enquête, et moi je ne suis pas ministre de l'Intérieur ou ministre de la Défense, parce que c'était un jeune homme. Donc, il dépend du ministère de la Défense. Tout le monde avait décrié ce qui s'est passé, mais le fait réel, ça n'a rien à voir avec ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu beaucoup de versions. Oh oui, Bakangé a coupé dans commissariat, mais après, on a appris qu'elle était décédée chez elle. Oh non, elle était sous miel. Après, on a appris qu'elle était normale et jouissait de toutes ses facultés physiques et mentales. Donc, laissons la justice faire son travail. Et il y aura un jour, on nous dira ce qui s'est réellement passé. Mais le problème, les Congolais, dans la majorité, ont un sentiment de deux poids, deux mesures quand il s'agit des combattants sur la place de Paris. Ils sont sévèrement réprimandés, l'enquête va très vite. Mais quand il s'agit des gens qui sont au service du gouvernement, qui commettent des situations beaucoup plus graves, là, on nous parle d'enquête qui lambine, qui piétine, qu'il faut être patient. Bon, après, les Congolais apprécieront. Ce n'est
Mon émission n'est pas un tribunal. Non, mais voilà, vous savez, c'est toujours, c'est à peu près dans tous les pays du monde. Hein. Tu as vu les gens qui avaient tué George Floyd aux États-Unis. Alors, moi, nous parlons, ils sont déjà dehors, hein, alors que c'est une affaire qui a choqué tout le monde. Et là, on avait même les images. Je m'éveille, moi, j'ai été choqué que quelqu'un décède à cause des masques. Mais voilà, ne pensez pas que le Congo est une exception où les hommes en uniforme sont toujours protégés. Dans tous les pays du monde, voilà, l'État a toujours tendance à se mettre du côté voilà, de la police. Mais n'oubliez pas que chez Merveille, il n'y avait aucune preuve de ce que les gens ont dit. Il y a eu beaucoup de versions. Mais ça avait mis tout le monde. Moi, si ça ne dépendait que de moi, si le fait était avéré qu'elle est décédée par rapport à son interpellation, on allait voir comment elle était interpellée, dans quelles conditions, pour que ce jeune homme soit inquiété. Mais on ne peut pas aussi suivre seulement l'opinion. Oui, a dû merveille, a tiré le ballon qu'on a Koufi. Si on suit seulement l'opinion, on peut peut-être arrêter des innocents. Maintenant, après, on a vu les rapports médicaux qu'elle est décédée à la suite d'une crise d'épilepsie. On peut se poser la question, est-ce que sa crise d'épilepsie était lié au mal-être, je veux dire. Était provoquée par rapport à son interpellation la veille. Tout porte à croire que c'est ça. Voilà, donc la question qu'on doit se poser, pardon? Tout porte à croire que cette crise, oui, tout porte à croire que cette crise-là est liée à la mésaventure de la veille. Mais voilà, sauf que moi, je ne suis pas l'avocat de la gendarmerie. Hein. On se pose toutes les questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Elle est interpellée aujourd'hui. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on avait brutalisé ça? Je ne sais pas. Après, elle est ressortie. Elle décède le lendemain de la nuit. Bon, est-ce que sa crise a un lien direct avec son interpellation? Il faudrait qu'on mène une enquête. Donc, ce n'est pas aussi facile. Si elle était décédée dans les gens de la gendarmerie, on pouvait faire des rapprochements. Mais elle est décédée la veille chez elle. Alors que les réseaux sociaux nous disaient que non, elle est décédée, si après elle est décédée le même jour. Non. Donc, voilà, on doit, pour moi, je voulais que la justice puisse faire son travail. Vous savez, la vérité, c'est difficile de cacher la vérité, hein, même si on dit que la justice est aux ordres. La vérité, tu peux tuer quelqu'un de la forêt, tu fuis. Mais la vérité, elle va toujours jaillir. Si réellement le gendarme avait tort, même si la justice fait bricoler, on saura que c'est lui qui a tué. Même s'il n'a pas été condamné par la justice, mais la justice divine va le condamner. Donc, laissons quand même à la justice faire son travail. Si la justice n'arrive pas à travailler correctement, on saura que donc Baboum Kamamou, le gendarme Moutaboumake, a protégé. Quand ça se passe en France, hein, on a vu l'affaire Adama Traoré, les peuples sont là, à carotte contre la police, mais ils ne sont presque pas inquiétés depuis plusieurs années, alors qu'il y avait les preuves. Mais l'opinion serait que Baboum Kambo, Baboum Mouto, tout fait qu'à faire. Donc, moi, c'est comme ça que je raisonne, mais je ne peux pas donner tort aux gendarmes, même si, sous l'émotion, j'avais voulu qu'on puisse l'arrêter. Mais après, l'affaire, les versions sont sorties, se sont contredits. J'ai dit, je vais quand même regarder, regarder faire comment la justice va procéder. Voilà, ça, je ne sais pas. D'accord. Bon, toi, tu es sur le terrain en tant qu'influenceur public sur les réseaux sociaux. On nous parle des bus qui ne s'arrêtent plus en Kaï pour cause que la population en Kaï a refusé de porter les masques. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Bon, on a vu récemment la ministre de la Santé faire une descente à Kaï. Bon, apparemment, cette affaire avait été résolue. Les gens ont été choqués que quelqu'un décède. Ils avaient pris une décision sous le fait de l'émotion. On les a expliqué tranquillement que porter le masque, c'est d'abord votre propre bien, hein? C'est pour votre santé. On ne demande pas aux gens de porter le masque pour le plaisir. Hein? Du moins scientifiquement, apparemment, ça évite la propagation du Covid. Donc on les a fait comprendre par des mots que malgré l'émotion, on a compris, tout le monde compatit. La justice est en train de faire son travail. Porter le masque, c'est un acte altruiste, comme l'a dit Jean Castex concernant les vaccins.
Donc, je pense que ce problème-là a déjà été résolu. Les bus voilà, s'arrêtent tranquillement à Caï. Hein. Caï n'est pas n'est pas voilà, à feu et à sang, comme le souhaitent les gens des réseaux sociaux. Tu vas à Caï, la vie a repris son cours normal. Les parents de Merveille, voilà, ils ont été reçus par les autorités. L'affaire a été reçue son chemin. Voilà, on saura ce qui s'est réellement passé. Voilà, après les rapports finaux de l'enquête. Mais Caï n'est pas un no man's land. C'est pas une zone de non-droit. Les gens portent des masques, les bus s'arrêtent. La vie a repris son cours normal. Voilà. D'accord. Merci en tout cas de nous éclaircir, nous éclairer sur la situation qui prévaut dans le pays en tant qu'un des grands chantres de la chasse à l'information dans notre communauté. Il y a aussi une question lancinante de nos internautes qui demandent pourquoi depuis un temps où le révérend pasteur Ntoumé cherche à rentrer à Brazzaville de façon officielle, qu'on ne lui permette pas cette possibilité-là. Toi, en tant que un avertisseur, quelqu'un qui est au cœur souvent de l'information, qui va chercher l'information à la source. C'est tout pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré la paix qui a été signée entre le gouvernement et le pasteur Ntoumé, pourquoi il n'arrive toujours pas à prendre ses quartiers à Brazzaville aujourd'hui? Tu as une idée? Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question. Hein? Moi, ce que je peux te confirmer, que le pouls a recouvert déjà la paix. Tu peux prendre ton véhicule, aller boire ton vin de panne. J'ai fait même des pique-niques dans le pool. Pourquoi il ne veut pas rentrer à Blada, ça, je ne sais pas. Apparemment, ils se sentent bien à Mayama, je pense. Non, mais lui, il dit que c'est le gouvernement. Il a raison. Non, lui, il ne veut pas rentrer à Blada. Mais le pool a recouvert la paix. Je t'en donne les raisons. Il dit que jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pas mis à sa disposition les moyens pouvant lui faciliter une réinstallation à Brazzaville. Toi, en tant que citoyen averti, comment tu analyses ce problème-là? Bon, c'est ça que j'ai dit. Voilà, moi, je n'aime pas aborder les sujets que je ne maîtrise pas trop. Voilà, je sais qu'il y a eu la paix, on a signé la paix. Est-ce qu'on lui a promis les milliards qu'on n'a pas donné ça? Je ne sais pas. Bon, s'il veut qu'on lui donne les milliards pour qu'il retrouve ses quartiers à Brazzaville, bon. Je ne sais pas comment voilà, ça va se passer, mais moi, je suis content que le pool ait recouvert la paix. Il n'y a plus de fake news à propos du pool, puisqu'il y en a qui en avaient fait maintenant un fonds de commerce. Voilà, donc ceux-là n'ont plus de sujet. Voilà, ils cherchent maintenant la petite bête, Toumi, et voilà. Le pool est en paix. Si c'est bien Mayama, c'est à lui de voir. S'il veut venir à Braza, c'est à lui de voir. S'il estime qu'on ne lui a pas donné l'argent, il n'a qu'à continuer à toquer voilà, la peau de celui qui lui avait promis de l'argent afin de faciliter son installation à Brazzaville. D'accord, merci. Alors, une des questions phares aussi que j'aimerais te poser, quand on dit laver le linge sale en famille, ça veut dire quoi, Bokilo, selon ta compréhension? Laver le linge sale en famille, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une question que je ne comprends pas. Pourquoi d'abord tu me poses cette question? Faut aller au bout de ta pensée parce que je ne peux pas répondre à une question. Bokilo, connaître ce qui se cache derrière ta tête. Non, voilà, Bokilo, arrête de me prêter des intentions que je n'ai pas. Mais tu vas en venir à quoi? Pose-toi la question. Arrête. Évangile selon Ga est une émission qui traite des questions relatives à un retour de paix sur des notions de base là. Tu peux être tranquille qu'il n'y a pas de questions pièges, il n'y a pas de questions à. Non, je me dis que c'est une question piège. Oui, non, mais je t'éclaircis. Il faut aller droit au but. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais je vais droit au but. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Je vais droit au but. Je te pose juste une question. Selon toi, quand on dit laver le linge sale en famille, qu'est-ce que cela veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Il y a des problèmes qu'on n'a pas obligé. Il y a des problèmes qui se règlent sans faire de bruit. Voilà. Ah, ok. C'est pas peut-être que. Donc, est-ce que ça veut dire que laver le linge famille, ça veut dire que c'est les membres de la famille qui se retrouvent
pour essayer un peu de parler, de voir ce qui n'a pas été dans l'objectif d'améliorer les bonnes relations en famille. Est-ce que ça te va comme réponse? Non, mais moi, la réponse que je pense, c'est voilà, il y a certaines affaires qui peuvent se régler sans faire du bruit. Vous êtes au sein d'une famille, il y a un conflit, vous les réglez tranquillement avant que tout le monde ne soit au courant que dans telle famille, il y a beaucoup de divisions. Voilà, on est là mais, lors des réunions de famille, voilà. Mais non, Tout à fait. Est-ce qu'est-ce qu'on peut que tu veux qu'il donne considérer, comme réponse? oui, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut considérer le Congo comme étant une famille? Ou que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous les membres Mais, d'une même famille. mais tu vois pas que toi, tu es Congolais, je suis Congolais. Toi et moi, d'ailleurs, on a le même nom. Parce que quand je suis dans la rue, à l'étranger, si quelqu'un ne connaît pas mon nom, il dit lui, c'est un Congolais. Toi également, si tu es dans la rue, on ne connaît pas ton nom, ça, c'est un Congolais. On a le même nom. Si Bien sûr. on veut faire dans ta poche, tu auras les mêmes documents que moi. Tu auras le passeport congolais, tu auras la carte d'identité congolaise, on parle la même langue, on mange dans un pays, c'est une famille. C'est une famille. Mais n'oublions pas que dans cette famille, il y a des gens qui sont bannis à vie parce qu'ils ont le bouchon un peu trop loin. Voilà, c'est pas parce qu'on a une famille qu'on ne doit pas bannir certaines personnes de cette. Voilà. Et si je parle par exemple l'exemple de la sorcellerie, il y a des gens qui ont été bannis à vie de certaines familles parce qu'ils sont des sorciers. On les a chassés des familles. Mais nous, on a des parents qui se sont retrouvés à Kinshasa parce qu'ils ont été bannis de la famille. Ils étaient obligés de traverser pour aller de l'autre côté. Donc, le Congo également peut bannir les Congolais qui commettent, par exemple, des actes terroristes contre le Congo. Ceux-là, ils ne font plus partie de la famille congolaise. Donc, toi et moi faisons partie. Voilà. Donc, les femmes, c'est lave. Voilà, les gens qui raisonnent, les gens responsables. Toi, tu es membre de la famille, tu viens poignarder l'autre sans problème, et tu veux qu'on a lavé les lèvres et le pardon, et le pardon dans tout ça. Et le pardon dans tout ça, est-ce que le pardon a un sens dans une famille? Si le mot pardon existe, c'est peut-être aussi pour pardonner ceux qui sont égarés. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple des familles. Il y a des actes qui sont impardonnables. Moi, j'ai donné l'exemple de ma famille. Il y a des membres qui se sont retrouvés en face parce qu'ils avaient commis des actes impardonnables. On était obligé de les bannir de la famille. Ils ont traversé. Au moment où nous parlons, ils sont menés de devenir les citoyens de la RDC. Parce que c'est depuis des années qu'ils avaient été bannis de la famille. Mais il y a des actes qui sont pardonnables. Voilà, il y a des actes qu'on ne pardonne pas. Même si le mot pardon existe, mais tout n'est pas pardonnable. Même chez toi, il y a des gens qui ont certainement été bannis de ta famille parce qu'ils avaient commis des actes qu'on ne pouvait pas pardonner. On a trouvé bon de les bannir définitivement de la famille. Si je t'ai posé cette question, parce que je vais en venir à quelque chose où aujourd'hui, le gouvernement actuel, à lui tout seul, a montré ses limites de pouvoir développer le pays de manière solitaire. Et que le Congo étant un patrimoine commun, il s'avère que pour une bonne efficacité dans le développement de notre pays, il faut faire appel à toutes les intelligences, quelles que soient les couleurs politiques, quelles que soient les décisions ou les prises de position qu'ils ont eues par le passé. Et pour cela, la majorité des Congolais, notamment dans la diaspora, estiment que malgré tout ce passé très difficile que nous avons partagé en commun, maintenant, nous devons nous ressaisir pour aller autour d'un dialogue inclusif qui aura pour mission d'appeler tous les enfants du Congo, tout qui se trouve, qu'on s'asseye autour d'une table pour non pas ériger un tribunal, mais essayer de dresser un bilan, de s'accepter, de se pardonner et d'envisager l'avenir commun avec sérénité en donnant la chance à tous les Congolais, quels qu'ils soient. Et cette initiative, toi, en tant que citoyen responsable et influenceur politique, influenceur public des réseaux sociaux, cette démarche-là, tu la trouves bonne ou mauvaise? Je sais que le Congo n'est pas en guerre, hein, le Congo en paix. Je ne vois pas pourquoi on va aller faire des dialogues dans un pays
voilà, je suis là, je fais même mon direct sur ma véranda, tu entends aucun bruit, voilà, le pays est en paix. Pourquoi aller se réunir? Il y a quel problème? Je ne comprends pas. Avant d'aller se réunir, il faudrait qu'il y ait un problème. Le problème qui se pose au Congrès, où? Puisque dans tous les pays, Mangama, les Français disent que Macron ne travaille pas. Oh, la France, c'est un pays où il y a toujours des problèmes. Et le Congo, de tous les pays, il y aura toujours des problèmes. S'il faut aller faire des dialogues, comme tu dis, après, quelques jours après, quelques années après, revenir sur les mêmes choses, ça ne sert à rien. Là, ça ne sert à rien, mais alors pas l'importance d'aller se réunir avec des gens. Je ne comprends pas. Attends. Si ça n'a pas d'importance, alors pourquoi le gouvernement a-t-il eu l'initiative de créer le comité de dialogue national avec Martin Berry à sa tête? Non, mais voilà, c'est un comité permanent pour régler les problèmes, s'il y en a. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème. Non, ne fais pas preuve de mauvaise volonté parce que nous avons tous suivi dès que Martin Berry avait été nommé à la tête du conseil permanent. Il a commencé à entreprendre des démarches. Il était même question qu'il vienne dans la diaspora rencontrer les forces vives de la diaspora. Il était même question qu'il y ait l'institution d'un dialogue inclusif à laquelle ce comité devait parrainer. Vu que ce dialogue n'a pas eu lieu et en concomitance avec ce qui s'est passé à Madingu, le dialogue de Madingu, le ministre Méry Martin... Mais Madingu, ce n'était pas un dialogue, c'était une concertation. Une concertation, oui, je te le concède. C'était une concertation. L'ancien ministre Méry Martin, qui est le représentant du comité permanent du dialogue, est sorti entre guillemets de sa réserve pour dire que normalement le Congo n'avait pas besoin d'une concertation, mais plutôt d'un dialogue inclusif, dialogue auquel il s'était déjà attelé à prendre des contacts, dont les quelques jours avant, il a eu à rencontrer le délégué des Nations Unies au Congo-Brazzaville. Et pour cela, il trouve inopportun aujourd'hui qu'on fasse des concertations chaque fois à la veille d'une élection présidentielle, alors que ce qui importe aujourd'hui, c'est que les Congolais puissent se retrouver, se parler, se pardonner, se réconcilier pour que nous envisageons l'avenir avec sérénité. Alors, à l'endroit de Méry Martin, qui émet des réserves sur ce point, toi, en tant que citoyen responsable et averti, quelle est ton opinion? Voilà, déjà même son comité, ça s'appelle le comité permanent de dialogue. Donc, on avait créé ça pour gérer des problèmes. Mais pour le moment, je ne vois pas où est le problème quels sont les problèmes auxquels le Congo est confronté. Il y a des problèmes, je vais t'aider. Le Congo est un pays, écoute-moi, le Congo est un pays qui a une majorité présidentielle et une opposition. Dans aucun pays du monde, tu verras les deux s'accorder. Ils vont toujours dire, il y a tel problème. Même en France. Tu as vu en France, on ne parle pas à ses opinions. L'opposition est là pour s'opposer. Le pouvoir est là pour soutenir, voilà. La société civile n'a pas le droit. Donc, les deux vont toujours se tirer à boulet rouge. Mais il n'y a pas voilà, incendie de la demeure pour envisager un dialogue inclusif. Voilà, c'est les gens qui sont dans leur rôle, essayer de critiquer l'aspect du gouvernement. Je ne vois pas ça comme voilà, une culture dans le pays. Je peux t'aider. Entre l'opposition, entre le pouvoir et l'opposition, c'est normal qu'ils ne s'entendent pas puisqu'ils sont dans la lutte du pouvoir. Et donc, une concertation à ce niveau-là est la bienvenue pour essayer un peu de trouver un terrain d'entente dans l'organisation des élections. Mais à l'heure actuelle... Non, mais parce que la concertation de Madingu a eu lieu pour essayer de trouver un compromis parce qu'il y avait beaucoup de divergences avant les choses électorales qui arrivent là dans 4 mois. Oui, mais il faut préciser divergence entre les partis politiques. Donc, c'est une affaire de partis politiques. Et là, nous sommes en train de parler de dialogue inclusif où non seulement les partis... Pour quelle raison? Les pays en paix. Pourquoi les pays je te donne les raisons. Je te donne les raisons. La paix ne veut pas seulement dire qu'il y ait la guerre. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix aussi, quand vous avez des problèmes où la diaspora se plaint
qu'elle n'est pas prise en compte alors qu'en tant que mais franchement, mais la diaspora se plaint pourquoi? Dis-moi d'abord, la diaspora se plaint pourquoi? La diaspora elle se plaint déjà parce qu'elle n'a pas droit des passeports. On ne délivre pas des passeports. Non. Moi, je vais, à chaque fois que je suis à Paris, s'il te plaît. À chaque fois que je suis à Paris, je vais à l'ambassade, je vois les gens se faire délivrer beaucoup de documents d'administration à l'ambassade. Dit qu'on ne donne pas les passeports aux gens, je connais beaucoup qui ont eu les passeports à l'ambassade. Il y en a qui ont commis des actes terroristes, s'ils n'ont pas droit au passeport. La dernière, tout le reste des Congolais ont le droit. D'avoir le passeport congolais. Allô, ne me coupe pas, laisse-moi terminer, je t'aide. Allô, je suis en ligne de payer l'émission, arrêtez de m'appeler. Comment c'est pas possible ça? La diaspora se plaint qu'ils n'ont pas de passeport et pour cela, j'ai déjà reçu 2 personnes ici. J'ai reçu Annick Bertin. Il n'a pas quoi? J'aurais encore. Pardon? Il n'a pas de. Annick Bertin, il n'a pas de son passeport et plein de gens dans son entourage n'ont pas de passeport. Donc, pour cela, j'ai. Donc, cette personne ne représente même plus la diaspora. Il y a des gens qui ont encore des problèmes. Ça ne reflète pas. Tu peux me dire non. C'est une personne qui a encore des difficultés. Peut-être administratives. Mais en quoi ce problème-là reflète toute la diaspora congolaise? C'est un individu qui a des problèmes et de renouveler son passeport. Il n'a qu'à être patient, c'est tout. Attends, Bokilo, je te donnerai le temps après, tu vas t'expliquer. Il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que ce que tu dis est faux. Je mets à ta disposition des éléments qui vont te permettre d'étayer ton argumentaire. Alors, donc, Annick Bertin, ministère de la SAP, j'ai prévu refaire une émission avec lui le 20 décembre. L'émission aura lieu le 20 décembre. C'est sur l'acquisition des passeports. À ce moment-là, il va faire des témoignages des Congolais qui n'ont pas de passeport. Ils vont expliquer pourquoi ils n'ont pas de passeport. Deuxièmement, la diaspora se plaint aussi qu'il n'a pas le droit de vote. Alors qu'en tant que Congolais, en tant que citoyens congolais, nous participons à la vie active et économique de notre pays, disons même politique. Donc nous avons le droit, la diaspora a le droit de voter. Il y a aussi d'autres aspects comme l'enseignement, la santé, le transport, les problèmes au quotidien auxquels les Congolais sont confrontés, qui ne peuvent pas seulement être réglés par la représentation des partis politiques, mais des citoyens eux-mêmes. Et donc, pour cette raison, que les Congolais pensent aujourd'hui que l'érection d'un dialogue inclusif serait une bonne affaire, non seulement pour régler les problèmes, mais aussi pour taire les profito-situationnistes qui veulent faire croire que le Congo est dans une situation de guerre à l'imminence, pour que cela n'arrive pas. Donc, je pense, moi, en ce qui me concerne, je suis tout à fait favorable à ce que le gouvernement puisse prendre une initiative d'inviter les Congolais à se parler. On ne se parle pas que quand la paix est menacée, même en temps de quiétude. On peut aussi écouter les citoyens congolais que nous sommes, que chacun puisse donner son avis pour la bonne marche de l'État. Mais si toi, tu considères que l'État, c'est la majorité, une fois qu'on a la majorité, et le reste doit se taire, qui n'ont plus droit à la parole, ce n'est pas comme ça qu'on doit conduire un État. Donc, dis-moi, sur ces 2 problèmes que je te parle, notamment le passeport, le droit de vote, la diaspora qui pose des problèmes, la société civile aussi au Congo-Brazzaville, notamment avec Joe Wilfried Ebina, qui a fait une sortie, qui est en train de dire que aussi que tout ne va pas bien dans le pays, notamment avec, comment on appelle, le nouveau directeur général du CHU qui est arrivé, qui essaie d'imposer sa loi. On n'a pas demandé aussi l'avis du commun des Congolais pour savoir si c'était vraiment opportun de faire venir un Canadien, alors que dans notre communauté, nous avons aussi des gens qui ont des compétences, peut-être voir mieux que le Canadien qu'on a fait venir. Donc, ne serait-ce que pour ces quelques aspects que je viens de te donner, ça mérite quand même de redonner aussi la parole aux Congolais pour que chacun puisse dire ce qu'il pense, comme dans une famille. C'est ça aussi laver le linge sale en famille. Non?
Mais jusqu'alors, j'attends que tu me poses la question, parce que tu es en train La de question faire que je maintenant te donne, monologue. la question que je te J'attends que tu pose, me poses la question. la question que je te pose, ne penses-tu pas que les revendications de la diaspora, y compris de la société civile au Congo-Brazzaville, qui en appelle à un dialogue national pour un règlement des problèmes du Congo à l'échelle nationale, est une opportunité que tout pouvoir devrait saisir? Mais voilà, je ne comprends pas. Est-ce que la diaspora est un parti politique? Quand vous parlez de la diaspora, vous parlez de qui? Ce n'est pas Moi, parti j'ai des politique. parents qui vivent en Europe. Non, non, je parle Je ne pas. vais pas te plaindre. Je ne J'ai des parle parents pas qui de vivent en parti Europe comme politique. beaucoup. Je ne vais pas te plaindre, demander au gouvernement. C'est les gens qui font leur travail, ils s'en foutent du gouvernement. Vous vivez en France, c'est comme si vous êtes au Congo, vous voulez imposer les choses, alors que vous représentez qu'une infime minorité des gens qui font les bouches sur les réseaux sociaux. Ah, donc Vous même ne la reflétez pas minorité, la diaspora congolaise. donc la minorité même n'a pas droit à la parole. Si minorité Mais que la nous sommes, minorité, peut-être combien? Peut-être au moins 5 qui venaient faire les bouches sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'elle n'a rien d'autre à faire d'écouter des gens qui sont partis en aventure en Europe. Oui, alors. Vous êtes partis en aventure en Europe, vous voulez maintenant vous écoutez par rapport à quoi? Ah bon? Moi, je ne comprends même pas. Moi, Ah bon? regarde, Donc on j'ai n'a pas vécu en droit. Europe. Depuis quand je vais demander au gouvernement de venir m'écouter? J'ai passé tout mon temps à travailler, je m'en foutais. La vie qui s'est passée au Congo, c'était pas mon problème. Mais attends, on a vu le président Sassou ici réunir les Congolais à l'ambassade à son arrivée, sa dernière visite en Belgique. Il a tenu quand même une conférence avec. Mais oui, non, mais un président peut rencontrer sa diaspora. Hein? Oui, alors. Et donc la diaspora n'a pas besoin de rencontrer son président. On ne doit pas obéir. Attends. Oui. Si le président a le droit de rencontrer sa diaspora, la diaspora n'a pas le droit de rencontrer son président. Non. C'est pas comme ça. Votre diaspora, votre minorité qui fait du bruit, veut imposer son dictat à tout le monde. Mais vous parlez au nom de qui? Quand on dit la diaspora, vous parlez au nom de qui? J'ai donné l'exemple. Moi, j'ai des amis qui vivent en France, qui ne demandent rien au Congo, qui sont là tranquilles à faire leur boulot. Mais vous êtes partis en aventure et vous devenez maintenant des donneurs de leçons. Oh, on doit faire ça. Non. Un gouvernement n'a pas vocation à obéir au dictat d'une minorité. Elle n'a pas vocation à obéir au dictat d'une minorité. Mais Mathias Nzo ne fait pas partie de la minorité. Mathias Nzo ne fait pas partie de la minorité de la diaspora. Joe Wilfried Mathias Nzo a un parti politique. Oui, mais Joe Wilfried Ebina, il a un parti politique. Mais il est au Congo, il est libre. Voilà, tu ne vois pas Joe Ebina aller montrer ce qui ne va pas. Voilà. Oui, alors. Donc, voilà. Si Joe Ebina. Tu ne peux pas de la diaspora, tu ne peux pas des gens qui mais si Joe Ebina a le droit. Si Joe Ebina. Attends. La question, c'est laquelle? Pose-moi une question concrète pour que ma question, elle est celle-ci. Elle est claire. La diaspora, si minoritaire soit-elle à tes yeux, n'a-t-il pas le droit de demander un dialogue national inclusif au nom de tous les Congolais? Point. Voilà. La diaspora congolaise, si je parle d'abord celle de la France, a déjà la chance qu'on a mis à leur disposition une ambassade qui peut leur délivrer tous les documents administratifs dont ils ont besoin. On peut leur fabriquer les passeports sur place. Donc, le gouvernement peut aussi à sa diaspora. Mais le gouvernement n'a pas vocation à obéir au dictat d'une infime minorité des bandits de la diaspora qui font des bruits sur les réseaux sociaux. La majorité aussi, de la diaspora, c'est les gens qui travaillent, qui ne demandent rien au Congo. Puisque la plupart d'entre vous, la plupart d'entre vous sont partis en Europe en aventure. Maintenant, vous avez échoué, vous voulez non au Congo. Le Congo a fait quoi? Pensez à vos boulots, pensez à vos familles. On n'a pas besoin de vous. Le Congo avance à son rythme. Le Congo a des députés de l'opposition qui représentent le peuple. Si ces députés de l'opposition ne se battent pas pour le problème de la population, aux prochaines élections, on voterait d'autres personnes. La diaspora, ce n'est pas un parti politique, c'est des gens, des Congolais qui vivent à l'étranger. Mais la plupart des gens qui sont partis en aventure et d'autres sont partis étudier, au lieu de rentrer, ils ont préféré travailler là-bas, alors qu'on avait mis de l'argent pour les former. Pour moi, le gouvernement n'a même pas besoin d'écouter ces genre de personnes. Bokilo, tout à l'heure, quand il s'agissait de parler de la crise, tu as quand même donné des exemples que le Congo n'est pas le seul pays. Il y a les autres pays africains qui sont dans la même situation. Donc,
Donc, on doit comprendre. Maintenant, je te retourne aussi la même logique. Le Congo n'est pas le seul pays qui a la diaspora, qui a une diaspora. Les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Guinéens, les Sud-Africains, les Camerounais. Les Maliens ont fait quoi pour la diaspora? Tu vas comparer la diaspora. Les Maliens ont fait quoi pour la diaspora? Ils ont au moins un représentant au niveau gouvernemental. Ils ont un représentant qui s'occupe de la diaspora. Vous avez tout un ministère, les ministères des Affaires étrangères et des Congolais de la diaspora. Ah bon? Qui a déjà fait quoi? Aujourd'hui, là, on a un problème de passeport. Ils ne sont même pas. Mais c'est ce ministère-là qui a tout fait pour qu'on puisse délivrer les passeports au niveau de l'ambassade. Au lieu que vous allez prendre des crédits pour venir acheter les billets afin de venir faire les passeports sur place à Brazzaville. Ce ministère-là vous a facilité la tâche. On vous délivre les passeports sur place. Oui. Donc, c'est un ministère qui pense à vous. Ne demandez pas aussi trop. Donc, il n'y a que le problème de passeport qui suffit. On n'a pas de besoin aujourd'hui de s'asseoir autour d'une table avec le gouvernement, les forces vives de la nation. Attends. Donc, les gens qui sont partis en aventure, là, vous êtes devenu un parti politique, ça s'arrête de gouvernement. Ce n'est pas un crime de partir en aventure du pays. Mais voilà, les gens sont partis. Je vous donne un conseil. Allez-y travailler, occupez-vous de vos familles. Voilà, vous ne pouvez pas vous substituer à la place des partis politiques. Vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes des Congolais qui ont décidé d'aller vivre à l'étranger. Vous êtes partis en aventure. Maintenant, vous voulez imposer votre dictat au gouvernement. Oh non, nous on veut ça, nous on veut ça. Quel est le pays africain qui a fait des choses exceptionnelles pour les diasporas? La diaspora. Au contraire, les diasporas des autres, c'est elles qui aident le gouvernement à travers des transferts d'argent. Si on voit les chiffres des transferts de notre diaspora, c'est 0,01%. La diaspora congolaise aussi fait autant. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas. Oh, mais non, il n'y a rien. Les chiffres sont là. Attends. Il nous reste 10 minutes. Les banques mondiales sont là. Le Congo n'est pas parmi. C'est 0,1%. Vous êtes là, le premier à faire le bruit sur les réseaux sociaux. Mais dans les pratiques, dans les gestes, rien. Il nous reste 10 minutes. Ce que je voulais dire, toi-même, tu fais l'amalgame entre les Congolais de la diaspora qui font le combat et la diaspora dans son ensemble. Donc, quand tu parles de minorité, j'aimerais bien... C'est ça que j'ai dit. La majorité ne demande rien. Dans la minorité dont tu parles là. Que le pays soit en paix, qu'on les facilite un peu les démarches administratives au sein de l'ambassade. Mais vous demandez les dialogues. Vous êtes un parti politique. Maintenant, si y a un dialogue, qui est maintenant le représentant de votre fameuse diaspora? Mais laisse la diaspora s'organiser. C'est à la diaspora de s'organiser. C'est la diaspora de s'organiser pour voir qui va être le représentant. Mais non, regarde, Mangamba, ce que tu dis, ça reflète à peu près ce que pense Jeff Twitter. Lui, il voit Père Jeff. Pour lui, un dialogue. Il est en train de mesurer un dialogue. Peut-être qu'il y aura quelques... Parce que lui, son engagement politique est lié à l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui a des convictions. Maintenant, la vraie diaspora, comme mes frères qui sont en France, qui travaillent, il ne demande même pas vos dialogues. Il va demander un dialogue. Pourquoi? Lui, ce qui le préoccupe, c'est son boulot. Il a eu la chance de travailler là-bas. Ce qui le préoccupe, c'est son boulot. Et ce que j'ai dit, que l'État congolais puisse faciliter un peu cette démarche administrative au sein de l'ambassade. C'est tout ce que la diaspora demande. Mais une diaspora qui demande maintenant le dialogue. Le dialogue par rapport à qui? Vous représentez qui? Vous êtes un parti politique, on ne sait même pas. D'accord. Non, je ne comprends pas. OK, d'accord, le public appréciera. Donc, on va vers la fin de notre émission pour ne pas perdre le temps. Je veux te donner la parole en dernier pour que tu puisses adresser un message ou un conseil ou une remarque ou une appréciation au gouvernement de la République et à son président, à la société civile et à la diaspora, et puis on va conclure. Je te donne la parole. Je n'ai pas grand-chose à dire. Hein, voilà. Je suis un Congolais. Voilà. Je souhaite que le Congo puisse continuer à demeurer dans la paix, comme nous le vivons en ce moment. Et le conseil que je donnerai à la diaspora, occupez-vous de vos cailloux, arrêtez de prendre des idées à gauche, à droite. Et voilà, quand je dis la diaspora, je m'adresse à l'infime minorité des voyous qui viennent faire les bouches des réseaux sociaux, puisque la majorité silencieuse, elle n'a même pas de temps à perdre à se mêler de la politique. C'est que moi, quand je vivais en France, à l'époque, je ne connaissais même pas qui était le ministre des Finances au Congo à l'époque. Qui était le ministre du Commerce, je ne connaissais pas. Parce que ma vie, c'était mon boulot. Maintenant, vous avez pris une bande de chômeurs à qui on avait donné l'argent quand ils ont commencé à faire le bruit.
ils se croient maintenant des gens importants pour pouvoir financer la vie politique du pays. Mais arrêtez, voilà, c'est une minorité de voyous, des gens qu'on doit accorder aucune importance. Aucune importance, c'est les gens, pour moi, qui n'existent pas. Le gouvernement est là, il y a une opposition, il y a une assemblée, le pouvoir se règle là-bas, les représentants du peuple. À moins que tu me dis que vous êtes aussi devenu, même si tu m'as donné un message, je suis sur le du message que tu m'as donné, pour faire des remarques, à moins que vous êtes devenus les représentants du peuple congolais, je ne sais pas. Mais sinon, vous êtes des gens qui sont partis en aventure pour aller chercher une vie meilleure, continuez à chercher votre vie meilleure, laissez-nous tranquillement au Congo. Si vous trouvez que vous voulez voter, venez voter au Congo. Le gouvernement ne va pas déployer des moyens pour que voilà, les aventuriers aillent voter. Voilà. OK. Merci. C'était Edgar Bokilo, influenceur public des réseaux sociaux. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. Nous espérons te revoir à d'autres occasions. Nous te remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci Edgar Bokilo. Le meilleur le meilleur des mondes te soit réservé à toi et à tous les Congolais. Ce fut un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Le prochain invité, ce sera lundi à 21h, heure de Paris, et nous vous donnerons le nom de l'invité à partir de demain matin. Portez-vous bien chez vous. Entre-temps, que le meilleur du monde soit votre quotidien. Au revoir.